Je pense que ce qu'on vient de voir, c'est une communion entre le peuple et son armée. Parce que je suis d'accord avec toi, et sur le terrain, effectivement, les familles vivaient beaucoup de difficultés et on a annoncé beaucoup de choses, mais il y a des réalités sur le terrain qu'il faut prendre en compte. Et je pense que peut-être c'est pourquoi le chef de l'État a rencontré même les familles, voilà, pour les rassurer aussi, les encourager moralement. Mais avant de revenir sur la mise en œuvre de l'économie, il faut avoir aussi la lucidité de critiquer l'administration. Parce que ce n'est pas seulement l'État, mais dans l'administration même, il se pose des problèmes. Il y a la nonchalance, il y a le fait aussi que certains ne maîtrisent pas les dossiers, et il y a aussi de l'ego. C'est ça qui tue l'avancée de certains dossiers. Maintenant, à propos même de l'économie, de l'armée, je pense qu'à ce niveau, il faut mettre le temps, prendre le temps qu'il faut et mettre en place l'institution. Ce qui revient à vos inquiétudes, on a vu des choses, on annonce et après sur le terrain, ça devient autre chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, quand vous prenez la gestion même du social de l'armée, la question que je me pose, je ne sais pas, est-ce que l'armée envoie des militaires formés à l'action sociale comme ils le font dans la médecine, comme on le voit avec les commissaires de police qui font droit, ainsi de suite. Donc, il va falloir aussi que l'armée puisse intégrer certaines facultés pour être plus efficace. Si on doit prendre, par exemple, vous parliez tout de suite de pharmacie. On sait que, en tout cas, l'armée a ces spécialistes-là. Maintenant, quand vous prenez au niveau, par exemple, des prises en charge psychosociales, est-ce que l'armée a recruté des psychologues? Est-ce que l'armée va recruter des acteurs de l'action sociale ou bien va envoyer des gens se former? C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre du temps. Est-ce que l'armée va avoir des comptables, va avoir des spécialistes vraiment dignes pour mettre en place cette institution? Sinon, si on doit nommer les gens parce qu'on veut mettre un tel à tel poste pour qu'il soit casé, on ne va pas y arriver. Donc pour moi, c'est une bonne initiative, mais il faut de vrais spécialistes qui, quand on arrive, ils connaissent leur travail et ils vont travailler bien. Cette année, j'ai pu voir le rapport, par exemple, du fonds qu'on a baptisé Faso Kounaouli. Ils ont donné des prêts à hauteur de près de 7 milliards. Mais ceux qui bénéficient du prêt, l'objectif pour lequel ils prennent le prêt, j'ai donné des instructions pour réorienter les prêts vers des objectifs assez stratégiques. Vous pourrez bénéficier de prêts dans ces structures. Le FARF que vous connaissez bien, que nous sommes aussi en train donc de redynamiser, ça c'est en faveur de toutes les femmes. Et si le fichier est clair, nous pouvons donc avoir des avantages particuliers pour que vous puissiez avoir aussi des fonds là-bas pour pouvoir vous installer. Il y a le fonds qui existait pour l'inclusion financière que nous avons transformé en agence dernièrement au Conseil des ministres, si vous avez suivi. C'est devenu donc l'agence de la promotion pour l'inclusion financière et nous voulons les doter pour qu'ils puissent vous accompagner. Et c'est le fonds vraiment qui est dédié aussi aux petites et très petites entreprises, notamment donc les femmes qui entreprennent, pour pouvoir avoir donc le minimum de crédit et pouvoir être autonomes dans leur emploi. En plus de tout ça, celles qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture ou la transformation agricole, nous voulons aussi renflouer le fonds d'Unkafa pour que vous puissiez postuler. Et une fois que nous avons le fichier assez clair, si vous postulez, l'ASVOVIC verra comment interagir avec tous ces fonds pour vous faciliter et faire le suivi surtout de ce que vous allez entreprendre. Donc nous ne souhaitons pas vous former juste et vous laisser, nous voulons vous former, vous accompagner pour vous installer et vous permettre de travailler. Quand je prends par exemple le domaine du savon, celle qui produit du savon, il ne s'agit pas juste de produire. Souvent la vente aussi devient compliquée. Donc nous avons aussi entrepris des mesures déjà avec le Premier ministre pour que notre administration puisse consommer ce que nous transformons sur place. Donc, instruction soit a été déjà donnée ou sera donnée pour que, à travers la fêtière, nous puissions pouvoir consommer ce que vous allez pouvoir transformer. Donc vous serez prioritaire dans tous les marchés qui seront passés au niveau de toutes les administrations du Burkina Faso. Est-ce que la création ou la naissance de l'AES n'a pas désinhibé les intentions de certains chefs d'État qui se disent, bon voilà, si la CEDEAO m'emmerde entre griffes, me crée des soucis, je peux aller au niveau de l'AES. Est-ce que cette institution nouvelle
que l'AES ne fragilise pas la CEDEAO qui est obligée de faire les choses avec pincette parce qu'un de ses membres pourrait virer de l'autre côté? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et au début, vous vous rappelez, je disais que la CEDEAO n'a qu'à faire attention dans sa manière d'agir parce qu'en même temps que la CEDEAO combattait les 3 pays, en même temps la CEDEAO se combattait elle-même parce que ça risquait de créer des problèmes, puisque la CEDEAO s'est fait téléguider. Donc aujourd'hui, on voit la réalité. Mais il faut se dire une chose, la création de l'AES a effectivement perturbé les plans de la CEDEAO et l'AES a fragilisé la CEDEAO. Et c'est pourquoi moi j'interpelle toujours l'AES et je dis l'AES n'a qu'à faire quelque chose de différent de la CEDEAO. Et en même temps, je dis aujourd'hui, il faut que l'AES refuse toute personne, tout État qui va venir se mettre dans l'AES actuellement parce qu'on risque de créer une CEDEAO bis et les années à venir, les gens vont commencer à quitter et l'AES sera éclatée. L'AES n'est pas encore forte pour accueillir un membre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut revenir sur nous-mêmes et à nos fondamentaux. Depuis un certain temps, vous savez que l'Afrique, certains pays, les dirigeants ne sont pas des Africains. Ce sont comme des gouverneurs coloniaux qui sont là pour bloquer nos pays. Tout ce que vous voyez là, c'est le système de blocage des pays dans leur évolution. On amène un chef d'État qui vient, qui crée des problèmes à son pays. Après lui, c'est le chaos, il faut recommencer. Et c'est ce qu'on a actuellement à la CEDEAO. Et vous voyez, le monsieur Tounoumbou, le président Tounoumbou qui est arrivé, qui devait être l'homme sage, qui allait remembrer l'Afrique, qui allait travailler à emporter de la sagesse, vu son âge, et nous sommes des Africains. Mais malheureusement, c'est avec lui qu'on voit tout ce qui arrive. Donc, ce qu'il faut attendre, la CEDEAO, il reste le dernier clou du cercueil. Et on va fermer. Voilà. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau, on ne sait pas comment ça va arriver. Mais l'Afrique de l'Ouest n'a qu'à s'attendre à encore un chaos. Parce que ces 2 pays-là, il y aura des problèmes dedans. Parce que rien n'est clair. Ces chefs d'État n'ont pas eu la sagesse de dire on va laisser le pays en paix, ils veulent créer des problèmes. Et c'est la logique de la gouvernance quand on n'a pas des dirigeants qui prennent leurs responsabilités, qui sont des patriotes. Donc, pour la CEDEAO, je pense que c'est fini. C'est à l'AES d'assumer ses responsabilités si l'AES veut vraiment faire grand.